Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Parent, j'ai pris la tête du pôle médiation et monuments historiques chez Capture Forecast il y a 2 mois maintenant. L'année dernière, j'ai présenté au programme PIA 4 Investissement d'avenir un grand projet de numérisation sur la citadelle de Besançon, sur toute la fortification UNESCO et tous les bâtiments à valeur patrimoniale de Besançon, ainsi que le mobilier qui pourrait avoir un intérêt pour ce projet. Le projet se nomme Lens Vesoncio Révélé. On est, moi, porteur du projet avec 2 partenaires, la citadelle de Besançon et la ville de Besançon. Vous présenter un petit peu l'historique et vous mettre une vidéo, c'est le plus simple, du directeur de la citadelle. La préservation du patrimoine, pour nous, c'est essentiel, c'est notre métier. Un monument historique comme la citadelle, c'est avant tout un héritage, celui d'une histoire, celui d'un territoire. Nous ne sommes finalement que des occupants temporaires de ce lieu. Notre mission, c'est de le protéger, de le conserver, de le rendre vivant, et à travers cette activité, nous permettre de conserver ce monument. Je m'appelle Alexandre Arnaudot, je suis le directeur de la citadelle de Besançon, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. La citadelle de Besançon est un site de 12 hectares, situé au-dessus de la ville. C'est un site du XVIIe siècle, un site militaire, créé par Vauban. La citadelle héberge 3 musées, un parc zoologique, des restaurants, et c'est un site qui est aujourd'hui visité par environ 300 000 visiteurs par an. Nous avons souhaité créer un jumeau numérique de la citadelle. Le premier objectif, c'est de comprendre, en fait, de mieux connaître le monument pour pouvoir le valoriser, créer de nouveaux outils pour permettre notamment de visiter des endroits qu'aujourd'hui personne ne peut voir parce qu'ils ne sont pas accessibles, mais aussi pour encourager ceux qui n'ont pas encore vu le site de pouvoir l'imaginer, le voir de l'extérieur pour ensuite venir concrètement ici le contempler. L'intérêt pour la ville de Besançon de numériser son patrimoine, c'est d'une part d'avoir toujours une longueur d'avance en matière d'innovation parce que la médiation culturelle est quelque chose qui n'est pas figé et on a besoin de répondre sans cesse aux demandes des visiteurs et des habitants. Et d'autre part, c'est un vrai enjeu en matière de préservation du patrimoine dans les années à venir. Dans le cadre d'un appel à projet, Capture Forecast nous est apparu comme la société qui réunissait l'ensemble des technologies, des compétences qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet aussi complexe de numérisation qu'est celui de la citadelle. Vous avez vu un résumé assez rapide et il résume assez bien Alexandre et son collègue de la ville de Besançon les problématiques qu'on a eues à la citadelle de numériser un tel espace. Ça, c'est vraiment la première brique de notre projet, numériser un espace complexe. La deuxième brique de ce gros projet, c'est bien sûr de le rendre accessible à tous à travers une visualisation. Et ça, c'est une brique qui est en cours de développement avec notre plateforme Aquila, que vous voyez maintenant sous les yeux, qui va permettre à terme de voir des objets 3D qui vont faire des centaines et des centaines de gigas de façon très fluide. J'ai préchargé les modèles parce qu'on est sur des connexions 5G pour le besoin, mais ça, je pourrais vous montrer un chargement. Ici, vous voyez une fouille archéologique qui a été faite à Besançon pour le besoin de ce projet. On l'a numérisé et on va reconstruire virtuellement absolument toute la villa gallo-romaine. Vous voyez comme c'est assez fluide pour pouvoir se balader dans le modèle. Ici, c'est un autre test de la citadelle de Besançon en cours de numérisation. Donc là, vous avez juste un petit espace. Ça va permettre au public de pouvoir manipuler l'objet 3D de façon assez simple et de pouvoir aller voir des lieux qui sont complètement inaccessibles. Ce lieu-là est inaccessible au public. Ils pourront aller se balader dedans de façon
naturel sur un viewer sur le web, mais aussi avec des lunettes, parce que cette plateforme Aquila est complètement compatible sans aucun plugin supplémentaire dans des casques de réalité augmentée. Vous avez juste à mettre le casque, et là, sur la partie basse de la page web, va se mettre entrée en VR. Vous allez entrer en VR. Et ce point de entrée en VR, c'est moi, dans le cadre de la projet de la Citadelle, c'est moi qui vais le définir. Mais si on était sur un autre projet, par exemple, un de vos projets, c'est vous qui allez définir le point de VR dans lequel vont entrer les personnes. Je suis en train de le faire, là, c'est ce point ici. Donc cette plateforme, à terme, va permettre aux villes, aux communautés, aux propriétaires privés de montrer tout leur patrimoine. J'ai d'autres, je pourrais vous montrer d'autres exemples. Ici, un château en ruine sur la commune de Montferrand-le-Château, dans le Doubs. Un autre projet en cours chez Capture Fourcade, la grotte de Font-de-Gaume, l'équivalent de la grotte de Lascaux, qui est en complète numérisation. On a fini la numérisation et là on est en train de traiter le modèle 3D. Et vous voyez la qualité des données. Toute la grotte va être disponible comme ça sur Aquila. Et ici, une autre grotte aussi ornée. L'intérêt de la plateforme aussi, c'est de faire de la médiation très facilement. Vous avez vu ces petits points qui sont juste des POI auxquels on peut ajouter plein d'informations. Ces POI, on les définit et on met dedans des vidéos, on peut mettre tout ce qu'on veut. L'intérêt aussi de cette plateforme, c'est que vous pouvez mettre l'accent avec des lights sur des parties du modèle. Là, je suis en train d'ajouter une light et je peux faire varier comme je veux la couleur, l'intensité de la luminosité pour donner des impressions. Donc, je vous laisse imaginer la possibilité dans une grotte de la mettre en très 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 sombre, de mettre comme si on avait une torche. Et l'intérêt, c'est que quand on va passer en mode VR, cette torche, ça va être un objet activable. On va pouvoir la prendre et puis se balader et éclairer les peintures comme à l'époque. Il y a tout un travail autour de ça. Ça, c'est vraiment la deuxième brique de ce projet. Et pour terminer, la troisième brique du projet qui est actuellement non visible, mais qui est en cours de développement sur le projet Lens à Besançon, c'est de reconstruire virtuellement tout le passé de Besançon à travers les casques, nous pour l'instant HoloLens, mais le but c'est que tous les vecteurs soient possibles à travers cette plateforme et surtout à travers les téléphones. Et juste pour terminer, c'est l'exemple, la petite vidéo qu'on est en cours. Cette cathédrale, la cathédrale Saint-Étienne a été détruite par Vauban pour créer le front Saint-Étienne de la citadelle que vous avez vu tout à l'heure. C'est ce beau front. Donc nous, le but, c'est de mettre ce modèle-là à la place pour que les gens comprennent l'histoire de Besançon et l'histoire surtout que la citadelle, elle a été créée au XVIIe siècle et il y avait quelque chose avant et il y avait ça. Voilà, je pense que merci beaucoup Hugo Parent. Donc la règle du jeu, c'est tu vas être soumis aux questions de nos membres du jury. Dans l'ordre de prise de parole, de questionnement, donc Pascal Payen-Appenzeller, qui est directeur général délégué de l'association Le Geste d'Or, Christelle Michel, qui est donc conseillère départementale de la Haute-Loire en charge du développement des usages numériques, et Serge Parianti, qui est directeur de la stratégie au sein de la société Eritech. Voilà, Pascal, tes questions, ils vont te poser des questions pour se faire un avis un peu plus approfondi sur ce que tu proposes. Le micro, s'il te plaît. Le micro. Pour une fois que j'essayais de parler doucement. Oui. Merci d'abord pour la brièveté et la synthèse. En fait, c'est une question que je pose d'une manière récurrente et puis je poserai une autre question après. Ce sujet vous a ouvert des horizons que vous ignoriez, peut-être un point de vue plus global, le rapport avec la ville que vous avez présenté à la fin en réalité. Ça, c'est la première question. Évidemment, je vous donne tout de suite la deuxième. Cette sorte d'autonomie de l'observateur qui lui permet en fait d'interagir et même de créer son propre chemin. Tous ces process, donc la vision globale et puis l'autonomie de l'observateur, c'est à travers ce sujet-là que vous l'avez mieux mis au point. Et comment a été fondée votre société à l'origine? Dans quelle perspective? À l'origine, la société est vraiment là pour faire de la captation de données de façon très 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 précise.
Et après, moi, de par mon passé, je suis archéologue de formation. Hugo, pardon. Nicolas me dit que tu es hors champ. Voilà. Excuse-moi. Je suis archéologue de formation, donc je suis venu mettre ce côté monument historique. Le but, c'est d'acquérir des données qui sont utiles à tous. Les données qui sont ici sur la plateforme peuvent être utilisées par un architecte, peuvent être utilisées par la DRAC, peuvent être utilisées par la mairie, parce qu'elles sont précises, mais elles sont aussi, comme vous l'avez dit, utilisées pour des besoins de médiation in fine. Et le but, c'est vraiment, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez faire votre propre médiation. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire une médiation qui peut être peut-être simple, mais qui est déjà très, très efficace et qui peut répondre à 80% des besoins. Est-ce qu'il y a une mémoire des médiations successives, de telle sorte qu'il y a une acquisition, un stock de tout ce que les différents observateurs ont découvert, les utilisations. C'est extrêmement important, la mémoire des médiations. Est-ce que ça existe dans votre système? Oui, alors dans le cadre de la citadelle, on me l'a demandé, la chargée de la médiation me l'a demandé, et oui, on va avoir c'est en cours de développement de garder la trace des utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils font là-dessus. Et surtout, elle, ce qu'elle voulait, c'est une trace de toutes les médiations et de tous ces médiateurs. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant par rapport à d'autres pour voir quel est le meilleur usage. Oui, parce qu'à la fin, moi je travaille beaucoup avec l'IHESS, et de fait, il est extrêmement intéressant de savoir à quels usages est soumis tel ou tel objet, et finalement quels sont les besoins sociologiques de notre époque. On est bien d'accord avec ça. À telle enseigne que, puisque c'est votre métier, l'ANRT est lié au geste d'or, l'Institut national de la recherche et de la technologie, et notre mouvement est éligible au fait de prendre des doctorants dans le système CIFRE, et nous venons de prendre une archéologue. Pourquoi nous avons pris une archéologue? Parce que dans le métier qui est principal, qui est le mien, qui est celui d'architecte urbaniste, malheureusement, les archéologues sont mis de côté souvent quand il y a des grands chantiers, et je veux imposer voilà, ce que vous a été proposé là dans un cadre idéal qui est cette installation de Vauban, eh bien, ça doit se faire par rapport à tout, puisque de plus en plus on va reconstruire la ville sur la ville. L'archéologie doit prendre son plat. Voilà. Pour répondre, oui. rebondir, oui. J'ai rencontré un archéologue à Jérusalem qui, la première demande qu'il m'a faite, c'est de pouvoir, sur cette plateforme, avoir une temporalité des modèles sur le même modèle. Donc là, par exemple, pouvoir, en tant qu'archéologue, avoir couche par couche et oui. les modèles au jour le jour. Donc ça, c'est pareil, c'est des besoins qui vont venir se rajouter. Mais là, c'est vrai qu'on n'a que l'état final. Et l'intérêt, ce serait d'avoir cette temporalité pour venir jusqu'au fond. Puis après... même avoir la suite. Oui, et il se trouve que quand j'étais nommé au ministère de la Culture expert stratigraphe, ce qui est mon métier, bah c'est ça. Et malheureusement, la plupart du temps, nous réenterrons les couches. Vous savez bien, et quelquefois, dans certaines restaurations, on essaye de garder, pour les fresques, etc., quelques éléments qui nous permettent de lire ce qu'il y avait. Mais ce qui est très, très important, c'est justement de garder cette mémoire que j'ai appelée, moi, la falaise de la mémoire. Mais c'est une falaise, on est d'accord? Parce que vous êtes archéologue. Vous avez fait vous avez été où pour avoir... Université de Besançon, Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, vous êtes de là, ok. Bon voilà, je n'en pose pas plus, je laisse mes collègues poser d'autres questions. Christelle Michel. Alors, je vous remercie déjà pour cette présentation très instructive et passionnante. Ça nous ouvre quand même quelques perspectives sur la Haute-Loire. Je ne sais pas si vous connaissez la Haute-Loire, mais on a quand même pas mal de sites patrimoniaux très, très intéressants. Et quand on voit ce que vous avez fait sur Besançon, ben, ça fait rêver, ça fait envie. Moi, je vais garder ma casquette d'élu. Et comment est-ce que vous avez travailler avec les élus? Est-ce que les élus sont venus vous chercher? Est-ce que j'ai compris que vous aviez fait vos études à Besançon, donc vous êtes quelqu'un du territoire que vous connaissez donc parfaitement. Est-ce que c'est vous qui avez vendu votre envie? Est-ce que c'est les élus qui sont venus vous chercher? Est-ce que c'est un travail partenarial? Et puis la population, comment c'est approprié ce projet parce que j'imagine que c'est pour tout public, il n'y a pas spécialement public empêché, c'est vraiment destiné à une vision touristique et ce serait intéressant de connaître un peu les retombées touristiques et comment la population s'accapare ce nouvel outil en fait. Je vais essayer d'être court parce qu'il y a beaucoup de... le projet, il est né de moi. J'ai vu le PIA 4, j'ai proposé le projet à la Citadelle.
La citadelle a été complètement emballée, vous avez vu avec Alexandre. Alexandre m'a dit, par contre, je suis ville de Besançon, on est obligé de le faire avec la ville de Besançon. Donc après, on a intégré la ville de Besançon, on a intégré des grands sites patrimoniaux de la ville de Besançon. Au niveau des usages et des publics, la phase publique va commencer plutôt à partir de octobre, avec une exposition qui va retranscrire toute la numérisation qu'on a faite en octobre à la Citadelle, avec voilà, des installations immersives, des cubes immersifs, et c'est à partir de là qu'on pourra apporter des réponses. Mais le ministère m'a demandé de faire remonter toutes les problématiques qu'on pourra avoir et les rencontres avec le public, etc. La première problématique qu'on a eue, c'est la cathédrale de Besançon. La DRAC était contre le fait de mettre le modèle en public, par exemple, sur que tout le monde puisse y avoir accès pour Des pas problèmes de sécurité. des problèmes de sécurité. C'est monstrueux les problèmes qu'on a en ce moment. Sauf que la Citadelle, eux, n'y voient pas d'inconvénient et on travaille avec la DRAC pour leur dire écoutez, moi j'ai monté tout un dossier. En fait, la cathédrale elle est déjà sur Google complètement. Donc en fait, qu'elle soit sur la plateforme ou sur Google, il y a pas. Voilà. Il faut juste, il y a certaines parties de la cathédrale qu'on montrera pas. Le trésor, on le montrera pas. Mais l'extérieur de la cathédrale, de toute façon, il est là. Et Mais Hugo, pardon, je crois que le fond de la question, c'est le niveau d'implication des élus. Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu travailles uniquement avec le directeur de la Citadelle ou est-ce que tu as vu les élus? Est-ce qu'il y a eu aussi un travail auprès de la population pour expliquer le projet? Est-ce qu'il y a eu cette implication-là? Travailler auprès de la population. Et puis, est-ce que c'est compliqué de de vendre le projet numérique aux élus? Est-ce que sur le territoire de Besançon, ils sont conscients qu'ils ont un patrimoine fort comme nous et le delta numérisation et le patrimoine pur et dur, est-ce que le lien préservation du patrimoine via les outils numériques, est-ce que ça a été compliqué à vendre en fait? Alors, faut l'avouer, ça a été au niveau des élus locaux. Alexandre a été complètement convaincu. En fait, il faut tenir le micro par le milieu parce que là, tu caches l'antenne. Voilà. Le déclic, il faut vraiment l'avouer, c'est, je ne sais pas si on l'a vu, c'est le robot de Boston Dynamics qui a fait un coup de pub énorme autour de la Citadelle de Besançon, donc qui a fait un coup de pub énorme autour de la numérisation, qui fait que les élus s'y sont intéressés, et c'est là qu'ils se sont dit, ok, c'est un intérêt, et là ils ont vu l'intérêt. Mais c'est le fait d'avoir mis le robot de Boston Dynamics, le fait qu'il y ait eu... Que ça médiatise effectivement voilà, médiatise énormément, les élus ont dû s'en emparer, et c'est là qu'ils se sont dit que c'était intéressant. Merci. Serge Parianti, donc directeur de la stratégie de la société Eritech. Une question. Oui, il est à lui. Oui, bonjour. Merci et bravo pour la qualité de réalisation, on le voit bien. Moi, j'ai deux petites questions rapides. Votre société, ça s'appelle Capture 4D ou Oyo Studio, ou les deux? La société s'appelle Capture 4CAD. On a créé un service, une business unit au sein de Capture 4CAD qui s'appelle Holo Studio, qui à terme va se séparer de Capture 4CAD. Capture 4CAD était une société vraiment destinée, on va dire, relevé de géomètre dans la construction. Et on a voulu séparer. Et moi, c'était ma volonté de séparer les deux. D'accord. Et en fait, j'ai juste une autre question. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à des plateformes concurrentes qui sont de votre taille, hein, sans parler de Google? Voilà, quelles sont vos différences? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tirer d'autres avantages concurrentiels sur d'autres dossiers? En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment pour l'avenir, mais comment vous allez proposer tout ça et vous différencier? Alors, pas forcément par rapport aux monstres, mais par rapport à des sociétés aussi innovantes que vous. Par rapport à, on va dire, à des géants comme Google, l'intérêt c'est par exemple quand on va voir le ministère des Armées ou le Muséum d'Histoire Naturelle, la plateforme est française, les serveurs sont en France. Donc ça, il y a un intérêt. Ils sont très heureux. Souveraineté, oui. Oui. Si on se compare à Sketchfab, Sketchfab ne peut pas prendre plus d'une certaine giga de données. Nous, on a des modèles là-dedans qui vont faire entre 500 et 1 Tera de données. 500 gigas et plus d'1 Tera de données. Et on va être capable de les streamer. Voilà, c'est aussi un petit peu cette différence. On veut aller dans l'extrême. Voilà. L'extrême précision. C'est votre avance technologique. Oui. Le tout, c'est de la garder. Exactement. Et c'est tout le problème actuel. Ok, bon courage et merci. Merci beaucoup.